Je me souviens d'abord du silence, pas celui de la paix, non, un silence tendu, comme une corde trop tirée qui va casser. Le matin avait une odeur étrange, plus froide que d'habitude, presque propre, et ça m'a fait peur. D'habitude, il y avait la fumée, la soupe et ce goût de fer dans la bouche. Ce jour-là, le 29 avril, tout était figé. Même les chiens se taisaient. Les miradors ne bougeaient pas. On aurait dit que le camp retenait son souffle. Je me suis levé trop vite et j'ai vu des étoiles. Mes côtes tiraillaient, une douleur sourde depuis l'hiver. Je me suis assis sur la paillasse, j'ai regardé les autres, des silhouettes, des ombres. On ne savait plus très bien qui dormait et qui ne se réveillerait plus. À côté, le vieux Marcel m'a dit sans ouvrir les yeux, « T'entends ? » ?»« Quoi ? » ?»« Justement, plus rien. » Il a ouvert un œil, tout jaune autour de la pupille. Il a murmuré, « Il va se passer quelque chose. » On a attendu. Dans le camp, attendre, c'était notre métier. Quand je suis sorti, j'ai senti l'air mordre mes poumons. Je me suis appuyé au montant de la porte pour ne pas tomber. Des hommes passaient un près des baraques, chancelant, tirant sur leurs vestes rayées déjà trop grandes. On marchait avec prudence, comme sur de la glace. Et puis je les ai vus, les SS, les uniformes noirs. Ils ne criaient pas, ils ne frappaient pas. Ils arrachaient leurs insignes, déchiraient leurs vestes, fouillaient dans des tas de loques pour se déguiser en prisonniers. Certains se sont mis à genoux, les mains jointes. J'en ai vu un se signer, un autre tomber la tête la première dans la boue et se relever avec un regard d'animal. Ils étaient sales tout à coup, et petits. Ça m'a surpris, leur taille. Je les avais connus plus grands, comme si la haine leur avait donné des centimètres. J'ai attendu la colère. Elle ne venait pas. J'ai attendu la joie. Rien non plus. J'ai levé les yeux vers le ciel, si blanc qu'on aurait dit un drap. À l'intérieur, il n'y avait qu'un grand vide. Je me suis dit que peut-être j'étais déjà mort, que ce qui parlait en moi n'était qu'une habitude. « Regarde-les, mon gars », a soufflé Marcel qui m'avait rejoint. Il a craché, c'était surtout de la salive. « C'est leur tour. »« Tu es content ?»« Je sais pas, » a-t-il dit. Mon cœur ne marche plus. Plus loin des bruits de moteur. Une rumeur qui gonflait comme la mer. Mais la mer, je ne me souvenais plus de son son exact. On a vu arriver des hommes avec d'autres casques, d'autres pas, d'autres mots. Ils parlaient vite et fort dans une langue que je n'avais entendue que dans les films d'avant. Ils avaient l'air pressés et perdus en même temps. L'un d'eux, très jeune, a levé la main vers nous et a dit quelque chose que je n'ai pas compris. Mais j'ai compris son hésitation. Il ne savait pas comment on s'adresse à des spectres. Le Duce camp s'ouvrait et nous, on restait là, comme s'il nous manquait l'autorisation de sortir. Quelqu'un a crié « Le train !» On s'est tourné. Près de la clôture, sur la voie, des wagons de marchandises alignés comme des dents. L'odeur venait de là. Pas la fumée, autre chose, plus lourd. Un Américain a tiré la porte d'un wagon. Le métal a râlé. Il a reculé tout de suite, la main devant la bouche, puis il a disparu de mon champ de vision. On s'est approché. J'ai regardé, sans avancer. Je n'avais pas besoin d'entrer pour savoir. Dedans, il y avait des gens, beaucoup, qui avaient cessé d'être des gens pour ceux qui les avaient mis là. Empilés comme du bois, oui, c'est ce qu'on dit. Mais le bois, ça ne garde pas la main d'un enfant dans la sienne. Je suis resté longtemps, immobile, à la bonne distance, comme une bête qui hésite devant un feu. Marcel a posé sa main sur mon bras. « Viens, ça ne change rien de rester. »
Ça aurait dû changer tout, j'ai dit. Oui, a-t-il fait. Ça aurait dû. On est revenu vers les baraques, là où l'air était respirable. Les soldats se dispersaient, mettaient en joue, échangèrent des ordres. L'un d'eux s'est arrêté devant moi, m'a regardé dans les yeux. Il avait des taches de rousseur, des yeux clairs qui tremblaient. Il a dit quelque chose comme « You're safe now », je crois. J'ai hoché la tête. J'avais envie de poser ma main sur son épaule pour qu'il sache que je le remerciais, mais mes doigts tremblaient trop. Il m'a donné une gourde. J'ai bu trop vite. Il a eu peur que je m'étouffe. Il m'a tapoté le dos avec une maladresse qui m'a fait presque sourire. Presque. Dans l'après-midi, il y a eu des coups de feu près d'un mur de briques, pas loin de la tour. On a entendu les rafales sèches. Les rumeurs ont couru comme des rats. Ils en fusillaient certains, les pires, ceux qui avaient été reconnus par des prisonniers. Tentative de fuite, disaient ceux qui comprenaient l'anglais. Qui peut savoir? Ici, tout le monde a tenté de fuir quelque chose. À la fin, même la justice. Le soir, un officier américain est entré dans notre baraque. Il avait les traits tirés, la peau grise, les yeux d'un homme qui a vu ce qu'il ne pourra jamais raconter juste. Avec lui, un interprète. L'officier a parlé doucement, l'autre a traduit. Nous allons vous emmener à l'infirmerie, puis ailleurs. Mais il faut d'abord que nous comprenions ce qui s'est passé ici. Il a sorti un petit carnet. Pouvez-vous me dire votre nom? Je lui ai donné mon nom, ma ville, mon métier d'avant. Ça m'a fait étrange de l'entendre dans ma bouche, comme un objet qu'on croyait perdu. Est-ce que vous pouvez me décrire ce que vous avez vu aujourd'hui? Je l'ai regardé. J'ai pensé au wagon, à l'homme à genoux qui se signait, au coup de feu derrière la tour. J'ai dit, aujourd'hui, j'ai vu que je ne ressentais plus rien. L'interprète a hésité. L'officier a noté quand même. Puis il a levé la tête. Ça, je comprends. Les jours d'après se sont confondus. On nous a donné des couvertures, du vrai pain. On nous disait de manger doucement. Certains mouraient d'avoir trop mangé, trop vite. Je me souviens d'un jeune, un Polonais, qui m'a glissé. Si on meurt maintenant, c'est de gourmandise. C'est presque une belle mort. Il a essayé de rire. Il n'avait plus de dents. Un matin, j'étais assis près de la fenêtre ouverte. L'air entrait avec ce bruit de draps froissés. Un soldat est venu s'asseoir près de moi. Il a sorti un paquet de cigarettes. Il m'en a tendu une, puis il a gardé les mains ouvertes, comme pour dire « Je n'ai rien d'autre ». Il a dit lentement « My name is Bill ». Je l'ai répété « Bill ». Il a souri, malgré les cernes. « You ?» Je lui ai donné mon nom. Il a essayé de le prononcer. C'était étrange, ça l'a fait rire. Rire court, pas un rire de gaieté, un rire pour repousser la fatigue. Il m'a montré son carnet. Il a tapoté la couverture « To remember ». Je l'ai regardé écrire. Son stylo faisait un bruit de grattement, minuscule, mais dans le silence, on n'entendait que ça. « Tu vas écrire longtemps », j'ai dit en français. Il m'a regardé sans comprendre, mais il a hoché la tête, comme s'il avait compris l'essentiel. Un après-midi, on nous a conduits dans la cour. Il y avait un autre groupe, pas des prisonniers. On le voyait à la façon dont ils se tenaient. Des hommes en civil, certains très droits, d'autres affaissés. On a dit que c'étaient des gardiens qu'on avait arrêtés, ou qu'on avait pris en essayant de fuir. Les soldats ont formé un cercle. Un officier a parlé. L'interprète a dit « On va les emmener pour qu'ils soient jugés ». À côté de moi, quelqu'un a soufflé. « Jugés par qui ?»« Par des hommes », a répondu l'interprète,
en votant la tête, comme pour se convaincre lui-même. Parmi les hommes en civil, il y en avait un que je connaissais. Pas son nom. On ne connaissait presque jamais leur nom. Mais sa démarche. Il boitait un peu du pied droit, et quand il était en colère, il tournait la tête trop vite, comme si son cou ne le suivait pas. Il a levé les yeux vers nous. J'ai senti quelque chose remuer dans mon ventre. Pas de la haine, de la mémoire. Il a ouvert la bouche. Il a dit tout bas en allemand « Pitié ». Je l'ai fixé. La pitié. J'ai senti que ce mot n'avait plus de place en moi, ni pour lui, ni pour moi. L'officier a donné l'ordre. On les a emmenés. Le boitillement s'est perdu dans le bruit des pas. On m'a transféré, ensuite. Une salle blanche, des draps blancs, des mains blanches qui m'examinaient. On m'appelait « Monsieur ». J'avais oublié ce mot dans ma direction. J'ai repris un peu. Les jours avaient des heures, à nouveau. Et puis un matin, on m'a appelé par mon nom. On m'a tendu un papier. On me demandait de témoigner plus tard, au procès. Je n'étais pas sûr de vouloir. J'ai demandé à un médecin à quoi ça sert. Il a répondu à faire entrer les choses dans des mots. Et après, on sait un peu mieux ce qu'on doit faire pour ne pas recommencer. Je ne savais pas si j'y croyais, mais j'ai dit oui. Le procès. Une grande salle claire, du bois, des uniformes, des regards partout. Je n'avais jamais vu autant d'hommes très propres parler de choses si sales. On m'a assis, on m'a tendu un verre d'eau. Mes mains tremblaient encore. On a appelé un nom, puis un autre. Les accusés entraient. L'un d'eux, je l'ai reconnu. Le boitillement. Il avait une veste bien repassée, des cheveux collés en arrière. Il a cherché quelqu'un du regard, comme un élève en retard qui cherche son banc. Les juges étaient immobiles, les stylos prêts. On m'a fait signe. Je me suis levé. L'interprète s'est approché, un homme mince, avec un accent à peine. Il m'a parlé doucement, m'a expliqué comment ça se passerait. J'ai raconté. Pas tout. Personne ne peut. J'ai parlé de la faim qui rend idiot, du matin blanc, des wagons, de la façon dont certains riaient quand ils frappaient. J'ai dit, ce qui est le plus difficile, c'est que je ne sais plus si j'ai le droit de les haïr. C'est comme si la haine s'était usée, là-bas, à force de frotter contre mes os. L'avocat du boitillement a dit, mon client obéissait aux ordres. J'ai regardé l'homme, il a baissé les yeux. Moi aussi, j'ai obéi aux ordres, j'ai dit, boire quand on me le disait, me taire quand on me le disait, mourir quand on me le disait. On a tous obéi aux ordres ici. La question, c'est lesquels? L'avocat a serré les lèvres. Le juge a noté. Ça ne m'a pas soulagé. Le verdict est tombé, pour lui et pour d'autres. Certains ont pleuré, d'autres ont crié, d'autres n'ont rien dit. Je suis sorti. Dehors, il pleuvait très fin. Une pluie qui ne mouille pas, qui s'accroche sur la peau comme une poussière. Marcel m'attendait sous un auvent. Il avait remis sa vieille veste d'avant, trop large. Il m'a regardé. Alors, ils ont dit des mots. Et toi? Moi, je ne sais pas si j'ai plus de place en moi pour autre chose que du vent. On a essayé de vivre. Le temps a recommencé à tenir debout. J'ai travaillé de mes mains. J'ai aimé une femme. J'ai eu des enfants qui me regardaient comme si j'avais réponse à tout. Je savais conduire, coudre un bouton, retourner un jardin. Mais à l'intérieur, il y avait toujours une pièce froide où l'on n'entre pas, par politesse avec soi-même. Parfois, la nuit, je m'y retrouvais sans prévenir. Je réveillais ma femme en sursautant. Elle posait sa main sur ma poitrine. « Ça va ?» Je répondais comme un enfant. « Oui, oui, ça va. » Ça ne voulait rien dire, mais ça suffisait.
Une fois, j'ai croisé un homme dans un tram, dans ma ville. Il m'a regardé, puis il a baissé les yeux trop vite. Une seconde, j'ai cru reconnaître la façon dont il pliait ses épaules, comme pour leur apprendre la discipline. Il a levé les yeux, son regard a glissé, a failli me reconnaître, puis s'est sauvé ailleurs. C'était peut-être un autre, ou pas. Je suis descendu une station plus tôt. J'ai vomi derrière une palissade. La pitié n'était pas revenue, la colère non plus. Juste ce mouvement du corps qui veut expulser ce qui l'étouffe. Les années ont passé. Les enfants sont devenus grands. Marcel écrivait des billets sur des bouts de papier qu'il oubliait partout. Il me les lisait, l'air sérieux. Je ne pardonne pas, je n'oublie pas, je respire. Tu crois que ça tient comme phrase ? Ça tient, j'ai dit. Il riait. Il est mort un automne, un jour où les feuilles collaient au trottoir. J'ai parlé à son cercueil comme à un voisin à qui on confie sa clé. Je lui ai dit « Prends soin des silences, là-haut ou là-bas, peu importe. » En 1985, j'ai reçu une lettre. On organisait une rencontre à Dachau, des survivants, des jeunes et des enfants d'anciens gardiens. J'ai posé la lettre sur la table. Je l'ai tournée, retournée. J'ai fini par dire oui. Je ne sais pas si j'y allais pour moi, pour mes enfants, pour Marcel ou pour l'officier qui écrivait dans son carnet. J'y suis allé. Le ciel était bas, comme souvent là-bas. Une couleur de linge, pas bien rincée. Les bâtiments étaient à plus propre qu'avant. C'est étrange de le dire, mais c'est ce que j'ai pensé. Propre. Les arbres avaient grandi. Le vent, lui, faisait toujours le même bruit, en passant au travers des grillages, un bourdonnement ténu. On nous a fait entrer dans une salle. Il y avait du café. Le café avait l'odeur des jours, où l'on se pardonne d'être vivant. Un homme m'a approché. Cinquantaine, peut-être un peu plus. Cheveux clairs. Il tenait sa casquette entre ses mains, comme un gamin pris sur le fait. Il a dit en allemand, puis en un français maladroit, « Bonjour, je m'appelle Klaus. Mon père était ici. Il a cherché ses mots. Je voudrais vous demander. » Il a secoué la tête, a recommencé. « Je voudrais vous dire que je suis désolé. » Je l'ai regardé. Je n'ai rien répondu tout de suite. La pièce froide en moi s'est entr'ouverte. Un courant d'air s'en est échappé. Je voyais les fils électriques, la tour, les wagons. Je voyais aussi le soldat avec ses taches de rousseur, penché sur son carnet. « Je ne suis pas lui, » a dit Klaus. Sa voix tremblait. « Je sais, » j'ai dit. Il a tendu la main. J'ai vu ses doigts, propres, les ongles courts, une cicatrice fine sur l'index. J'ai hésité, puis j'ai pris sa main. C'était une main d'homme, chaude, vivante. Rien d'extraordinaire, une poignée franche, un peu maladroite. Quelque chose a bougé en moi, lentement, comme une horloge qu'on remonte. Pas un pardon. Je n'ai jamais aimé ce mot, il a pris trop de coups. Plutôt une place qui se rouvre, une chaise qu'on dépoussière. Klaus a baissé la tête. Il a murmuré « Merci ». J'ai dit « Ce n'est pas gracieux, ce n'est pas généreux, c'est humain ». Il a répété « humain », comme si le mot lui faisait mal aux dents. Il a souri d'un sourire tout petit, celui des jours d'hiver quand on trouve du soleil sur un banc. Plus tard, je suis allé marcher seul, dans la cour. Il n'y avait presque personne. J'ai touché le mur. La brique était tiède. Le soleil avait fait son travail. Je me suis assis sur un banc et j'ai sorti de ma poche une vieille montre qui ne marchait plus depuis des années. Je la remontais parfois par habitude. Je l'ai remontée, encore. Le cliquetis m'a rappelé des matins d'avant. L'aiguille a bougé d'1 millimètre, puis s'est arrêtée. C'était parfait. Les choses n'ont pas besoin d'être réparées pour exister.
une jeune femme s'est approchée. Elle avait un micro accroché à sa veste, une caméra pas loin, un carnet à la main. Elle s'est assise avec précaution, comme on s'assoit dans une église quand on n'est pas sûr d'être invité. Elle a dit « Je fais un documentaire. Est-ce que vous accepteriez de me parler ?» J'ai haussé les épaules. « Je peux vous dire des mots. Les images, vous les ferez vous-même. » Elle a souri. « C'est déjà beaucoup. » « Vous savez, ai-je dit, on croit qu'on se souvient des images. On se souvient surtout de la température de l'air, du bruit des chaussures, du goût de l'eau, du poids de la fatigue. Racontez ça. Le reste, les livres le feront. » Elle a noté avec ardeur. Elle m'a demandé « Est-ce que vous pardonnez ?» Je l'ai regardé. Je ne sais pas. Je ne pardonne pas comme on signe un papier. Je sais seulement que j'ai serré la main d'un homme qui porte le nom d'un autre homme et que ma main n'est pas restée froide. « Alors vous pardonnez ?» « Non. J'avance. C'est différent. Je suis rentré chez moi. J'ai raconté à mes enfants. Ils m'ont écouté avec le visage sérieux des jours d'examen. Ma fille m'a pris la main. « Papa, a-t-elle dit, est-ce que ça va mieux ?»« Non, mais ça va. » Elle a ri doucement. Elle connaît mes réponses tordues. « Tu te moques ?»« Non, c'est le mieux que je sais faire. Les années d'après ont été calmes, comme la mer après un gros temps. J'ai fait attention à la façon dont je mettais le pain sur la table, à la manière de plier les draps, à la régularité du courrier. J'ai écrit parfois des mots dans un cahier, des mots simples. Aujourd'hui, j'ai baladé mon petit-fils jusqu'au pont. Il a ri du vent. La pluie sur les bégonias m'a rappelé la neige de 41, mais en plus doux. J'aimerais dire merci à quelqu'un, mais je ne sais pas à qui. Un matin, j'ai reçu une enveloppe avec un tampon officiel. On me demandait si j'acceptais que mon témoignage soit versé dans des archives. J'ai signé. Je me suis dit, maintenant, ce que j'ai vécu appartient au monde. Ça m'a fait une drôle de sensation, comme quand on donne une vieille veste qu'on a toujours portée. Elle ira à quelqu'un d'autre, elle lui tiendra chaud autrement. On pourrait croire que tout cela m'a ramené la pitié. Non, pas tout à fait. La pitié, c'est un muscle, disait mon père. Quand on ne s'en sert pas, il se fige, puis il se perd. J'ai retrouvé autre chose, une attention. Quelqu'un tombe dans la rue, je me penche. Un chien perdu, je siffle doucement pour qu'il vienne. Une lettre sans timbre, je la porte quand même. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est ce que j'ai. Parfois, la nuit, je rêve que je suis encore dans la baraque. Je tends la main dans le noir, je cherche la paillasse, je sens le bois, je sens la poussière. Puis je me réveille, et la pièce est tiède, et la fenêtre laisse entrer une lumière qui n'existait pas là-bas. Je reste immobile, je laisse mon cœur comprendre qu'il a le droit de battre sans peur. Je pose les pieds au sol avec douceur. Il n'y a plus besoin de se lever au garde à vous. Je me sers un verre d'eau. Je le bois lentement. Je dis à haute voix, pour moi seul, « Tu es vivant. » On m'a demandé un jour, « Quelle leçon faut-il apprendre ?» Je n'aime pas ce mot, « leçon ». La vie n'est pas une classe. Mais s'il faut en dire une, ce serait celle-là. Ce qu'on détruit en premier chez l'autre, ce n'est pas son corps. C'est le fil fragile qui le relie aux autres. Sa capacité de se reconnaître dans un autre visage. Une fois que ce fil est rompu, tout devient possible, surtout le pire. Alors notre travail, après, c'est de renouer, un fil après l'autre. Rien de glorieux, juste tenir, nouer, tenir encore. Un été, je suis retourné à Dachau avec mon petit-fils. Je lui ai tenu la main. Il a couru devant,
parce que les enfants courent partout. Il s'est arrêté brusquement, m'a montré du doigt une plaque de pierre couverte de noms. Il a demandé « C'est quoi ?» « Des noms, j'ai dit. »« Ils sont où ?»« Dans le vent. » Il a froncé le nez. « Tu plaisantes encore ?»« Oui. Tu plaisantes toujours quand tu ne veux pas pleurer. » Il n'a pas tort. Je lui ai caressé les cheveux. « Tu sais, » j'ai dit, « il faut garder les larmes pour l'utile. » C'est quoi l'utile ? Tenir la main de quelqu'un qui a peur. C'est utile. Mettre du sucre dans le café d'un homme qui tremble. Écouter l'histoire d'une femme qu'on n'a jamais écoutée. C'est tout ? C'est déjà beaucoup. On a marché dans l'allée centrale. Le soleil semblait hésiter, comme s'il demandait la permission. J'ai pensé à Bill, au carnet. J'ai pensé à Klaus, à sa main. J'ai pensé à Marcel, à son rire cassé. Je les ai tous portés un moment, juste assez pour qu'ils restent là, à hauteur d'Artata, à hauteur du cœur. Puis je les ai posés doucement. Ils savaient revenir tout seuls. Il y a des gens qui disent « il faut tourner la page ». Je ne sais pas faire. Je relis. Je relis moins, mais je relis. J'ai appris autre chose, à ne pas écrire la dernière phrase trop vite, laisser un espace, laisser de l'air, laisser la possibilité d'un mot de plus, demain. Si je dois finir, je dirai ceci. Le matin du 29 avril, j'ai vu des bourreaux tomber à genoux, et j'ai senti en moi un désert. Je croyais que c'était la fin de tout. Ce n'était pas la fin. C'était un très long détour. J'ai mis des années à retrouver le chemin. Je l'ai retrouvé par une poignée de main maladroite, par un carnet griffonné, par un rire sans joie qui s'est changé en sourire, par un enfant qui court trop vite et se retourne pour voir si je suis toujours là. Je ne pardonne pas, je n'oublie pas, je parle, je serre, je tiens, et parfois, pas souvent mais parfois, une larme vient toute seule. Je la laisse. Elle n'est pas une faiblesse. Elle est la preuve que malgré tout, quelque chose en moi a refusé de mourir. Si vous m'écoutez, si ma voix vous parvient, faites avec ce que vous pouvez. N'en faites pas un monument. Faites-en une chaise tirée pour quelqu'un. Un verre d'eau posé sans qu'on le demande. Une place laissée à table. N'attendez pas les grandes occasions. Le courage, bien souvent, n'a pas de trompette. Il a des mains qui tremblent et qui se tendent quand même. Je m'appelle, ça n'a plus d'importance. J'ai traversé le silence, la faim, la honte, la rage, le rien. J'ai trouvé sur la route des hommes qui écrivaient, des hommes qui tendèrent la main, des enfants qui posèrent des questions, qui font mal et qui guérissent. Je ne sais pas si c'est un bonheur. Ce n'est pas un malheur non plus. C'est une humanité cabossée, têtue, qui refuse de se laisser voler 2 fois. Quand je referme les yeux, je revois encore le mur, les wagons, la cour. Mais je vois aussi la table de ma cuisine, avec le pain qu'on coupe sans hâte, la tasse qui fume, la chaise où quelqu'un s'assoit sans demander « Puis-je ?» parce qu'il sait qu'il est attendu. J'entends un crayon sur du papier. J'entends des pas qui se rapprochent et s'arrêtent pour ne pas faire trop de bruit. J'entends une montre qui ne marche pas, mais qu'on remonte quand même, juste pour le geste. C'est comme ça que je veux qu'on se souvienne. Pas avec des slogans, mais avec des gestes. Le reste, c'est du vent. Et parfois, le vent, c'est tout ce qui nous reste pour dire les noms. Alors, quand il passera près de vous, si vous pensez à nous, à ceux qui sont restés là-bas, ne dites rien. Ouvrez la fenêtre, laissez-le entrer, laissez-le circuler. Et, s'il vous plaît, essayez de rester humain. C'est tout.